s'est dit qu'il était important d'avoir à l'INSPE une articulation qui nous tient à cœur, à beaucoup d'entre nous, c'est l'articulation entre l'expertise littéraire et le transfert didactique. Alors, Éric rajoutera un petit mot, mais je voudrais quand même présenter notre intervenante principale. Donc j'ai l'honneur et l'avantage d'avoir à mes côtés Christine Bretonnier-Andréani, qui est essayiste, poétesse. Alors elle a toutes les casquettes, je vous le dis tout de suite, c'est un peu pour ça aussi que je la fais venir dans le cadre d'un moment de formation, qui est essayiste, qui est poétesse, professeur agrégé de lettres, spécialiste de Jean Giono, titulaire de 2 doctorats, un seul ne lui suffisait pas, dirigé quand même par Henri Godard et Julia Kristeva. Donc son travail universitaire se situe à la croisée des disciplines, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, psychanalyse, philosophie, anthropologie et esthétique. Donc ça fait beaucoup pour un seul individu, mais j'ajoute un élément qui nous intéresse, nous aussi, sur le plan didactique, c'est que Christine met en voix les textes de Giono. Ainsi, ce qui a pu interroger un certain nombre d'entre vous, la réflexion qui va être menée aujourd'hui est une réflexion d'expertise littéraire, j'insiste beaucoup sur cet aspect, mais j'ai vraiment dit à Christine qu'elle pouvait y aller gaiement sur le fait que, en ouvrant vraiment le questionnement sur la lecture des textes littéraires à haute voix. Mais je voudrais juste y revenir. Alors moi non plus, je suis comme toi pas du tout spécialiste de l'œuvre de Giono, mais je voudrais un peu revenir sur les hypothèses pour lesquelles on peut penser que l'œuvre est si peu travaillée dans les classes, hormis L'homme qui plantait des arbres, dont je rappellerai que c'est une œuvre libre de droit. Alors, pourquoi est-ce que c'est une œuvre, à mon avis, difficile scolairement, entre guillemets? C'est parce que, en fait, elle a un certain nombre de qualités qui apparaissent, en fait, comme des défauts dans l'institution scolaire. Je vais m'expliquer d'un mot. C'est une œuvre qui est relativement foisonnante, qui est relativement diversifiée, qui propose des œuvres, pas toutes, mais relativement volumineuses pour certaines. Mais surtout, il me semble que ce sont des œuvres qui échappent à des catégorisations scolaires dans lesquelles on essaye de faire entrer les œuvres de manière un peu, parfois caricaturale. Ma deuxième hypothèse, c'est que c'est une œuvre qui est quand même relativement complexe. C'est une œuvre qui est très exigeante, parfois avec une langue complexe, archaïsante, parfois très imagée, très symbolique, qui aussi a énormément de références hypotextuelles, intertextuelles, etc. Christine, c'est à vous. On vous écoute. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je remercie Anthony Sauron et Éric Aupenaud. Vous m'entendez ? Ouais. De m'avoir accueilli de manière à vous présenter un autre visage de Giono que celui que l'on a l'habitude de fréquenter. Donc un Giono beaucoup plus complexe. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de ma présentation. Quand quelqu'un vous passe un texte à haute voix, en fait, il incarne le texte. Et moi, comme je suis un peu particulière, on va dire, c'est pas pour rien que j'ai choisi Giono. Donc, en fait, j'incarne les textes. Et quand je suis dans le texte, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme du théâtre. En fait, j'ai l'impression d'être tous les personnages. C'est très compliqué, c'est très fatigant. Tous les personnages du texte. Donc, en fait, cette conférence, au départ, vient d'un bouquin que j'ai écrit qui doit passer, qui est là. D'un essai qui a été publié donc cette année, en 2025, en fait, où il s'agit de Giono aux prises avec ses monstres. Donc c'est pas la figure du Giono que l'on a l'habitude de rencontrer, notamment dans toute sa... On parle de première manière de Giono, de seconde manière de Giono, parce qu'en fait, quand Giono, au départ, il était effectivement tourné vers la joie, les territoires, les arbres, les courants, le soleil, les oiseaux, les herbes folles. Et après la guerre, il a totalement changé. Et là, c'était plus ce Giono-là.
il a été complètement transfiguré au sens propre par cette Première Guerre mondiale. Et là, on parle de Giono seconde manière régulièrement, hein, Giono première manière, avant-guerre, Giono seconde manière, parce que la guerre l'a bouleversé, mais totalement bouleversé, et a fait de lui un autre homme, à tel point qu'il a totalement changé sa manière d'écrire. Ses œuvres sont plus lourdes, sont habitées par des monstres. Alors donc, mon essai était articulé autour de 4 notions, des notions psychanalytiques: le nom du père, le monstre, le secret, la transgression. Donc, au travers de mon essai, je poursuis une lecture à la fois structurale, psychanalytique et littéraire, et il s'agit de remonter donc les strates du récit jusqu'au cœur du fantasme, là où le langage de Giono devient matière vive, corps d'encre et de chair. Mon essai traverse les œuvres majeures d'après la Seconde Guerre mondiale, considérées comme celles du Giono, donc ce dont je vous ai parlé, deuxième manière, notamment Un roi sans divertissement, Deux cavaliers de l'orage, Le moulin de Pologne, Noé, Edmond, Dragoon. Et donc l'objectif, c'est de faire une typologie du monstrueux, non comme, c'est ça l'intéressant, figure de l'autre, mais comme surgissement du moi. Donc le monstre chez Giono n'est jamais totalement extérieur, il naît du clivage, de la confusion, c'est ça qui est intéressant, des frontières, et surtout, ça c'est très intéressant, du refus du refoulement. Le refoulement, on n'en parle pas, il est là. On l'accepte, on n'est pas refoulé, on tue, on est tranquille. Voilà, c'est comme ça. Donc, cet acte d'interprétation est une descente au plus profond d'un imaginaire littéraire où le sublime se mêle à l'abject. Donc là, vous devez avoir l'image du Jardin des Délices. Du Jardin des Délices. Alors, avant d'en venir à Giono et à ses monstres personnels, je vais m'attacher, donc là on rentre dans la conférence, à définir le monstre et à mettre en évidence ce qui constitue, donc là c'est une expression de Julia Kristeva, son inquiétante étrangeté. Donc c'est une notion que Julia Kristeva emprunte à Freud. Donc selon Julia Kristeva, la peur de l'autre s'expliquerait par le fait que la rencontre de l'altérité nous renvoie à l'étrange ou bien à l'étrangeté qui est présente en nous-mêmes. C'est ça l'intérêt. Donc Giono est un poète, un artiste, un penseur. Donc sans mener le monde ouvre la question, le monde pourrait-il mener son jeu sans l'artiste? C'est là toute la question. Les monstres des arts plastiques sont donc bien connus, alors que ceux qui se dissimulent dans les récits se cachent ou s'enfuient au fil des narrations, et il faut les débusquer, les traquer, les observer, enfin, pour recueillir la somme d'informations qui permet d'écrire leur histoire, définir leur nature, découvrir leur origine et connaître les rapports qu'ils entretiennent avec le genre humain et plus encore avec tous ces êtres de papier nés de la plume de l'écrivain et qui peuplent tous nos récits. L'élément monstrueux, donc s'inscrivant à la limite poreuse, perméable entre l'informe et la forme, reste condamné à une duplicité irréductible, chose intermédiaire et mixte. Le monstrueux nie et affirme à la fois quelque chose de menaçant et d'amorphe qui résiste avec obstination à la capture conceptuelle. L'irruption du monstrueux dans le familier et le glissement du familier dans le monstrueux est particulièrement sensible dans l'esprit de Jean Giono, vous allez voir. Donc, élément d'une thématique, le monstrueux est aussi plus que cela, comme l'abject, selon Julia Kristeva dans Pouvoir de l'horreur, donc l'essai sur l'abjection, je cite, « ce qui ne respecte pas les limites
les places, les règles. Donc par voie de conséquence, le monstrueux perturbe l'identité de celui-là même qui, voulant l'affronter, semblait le mieux s'en distancier. On le voit à la sympathie croissante, donc là je parle d'un personnage d'un roi sans divertissement, on le voit à la sympathie croissante qui gagne Langlois, donc le personnage central d'un roi sans divertissement, à l'égard de ce criminel en quête de divertissement sanglant qui, selon lui, donc dans un roi sans divertissement de Giono, je cite, n'est pas un monstre. On le mesure également à la façon dont Giono, dans Noé, donc une autre œuvre de Jean Giono, se représente mêlé corps et âme à ces monstrueux personnages en train de naître. Je cite. Donc là, Change de casquette. on change de casquette. Parfois, leur avarice ressemble à la mienne. Alors, ils sont d'abord des monstres, composés moitié de moi et moitié d'eux-mêmes. Mais leur avarice n'est pas toujours exactement semblable à la mienne. Nous sommes, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, abouchés à la diable et de guingois. Donc Giono, faisant face à ces monstres, le jeu se métamorphose, transgresse ses propres limites, renoue avec son illusoire stabilité. La question du monstre dans les œuvres de Giono exige d'elle-même une approche oblique. Le regard descriptif devra suivre une trajectoire labyrinthique et emprunter de nombreux détours, tout comme la tentative de Langlois, toujours ce Langlois, de faire reproduire dans le labyrinthe de buis taillés, je cite, un passage d'un roi sans divertissement. Nous les avons vus 100 fois dans leur comédie. Maintenant, tout a disparu. Sur l'air qui domine de haut l'entrelacement brumeux des vallées basses. Langlois avait fait reproduire le labyrinthe de buis taillés dans lequel, à Saint-Baudille, il avait passé 3 jours de promenade heureuse. Donc ainsi, je me propose de traquer la question du monstre qui embarque le texte de Giono à l'écart des trajets banalisés, tout en soulignant qu'il s'agit bien là de monstres romanesques. Je souligne l'épithète, car ces monstres n'ont aucune existence autonome, à la fois produits du récit et constitutifs du récit. Ce ne sont pas des êtres de chair, mais des êtres de mots, leur sang est d'encre. Donc au-delà des mots, cette recherche tératologique répond à une nécessité interne au texte de Giono. Elle s'inscrit dans des contextes conceptuels précis et rejoint les problématiques classiques de sa pensée, le retour à la tragédie et l'omniprésence de Dionysos. Rapprochement, mise en parallèle, confrontation avec différents mythes, donnant naissance aux monstrueux personnages en train de naître, composés, comme le reconnaît Giono lui-même dans Noé, je cite. Donc je cite un passage de Giono. Moitié de moi et moitié de même. Pi, somme, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, abouchés à la diable et de guingois. Les conduits où circulent mes sentiments ne sont pas très exactement dans le prolongement des conduits où circulent les leurs, et tantôt c'est mon cœur qui double un cœur, tantôt c'est mon foie qui double un foie, tantôt c'est une douce femme qui a mes façons de me mettre en colère. Alors, donc là c'est la première partie du monstre mythe, et donc vous allez voir là quelque chose
assez ragoûtant. Donc, la tératologie grecque s'est nourrie de la mythologie et de ses personnages monstrueux, ainsi que des fables colportées par les explorateurs et les marchands, qui se font écho de traditions locales ou à fabules pour rehausser l'intérêt de leur récit. La mythologie nous montre main héros et main dieu aux prises avec des monstres. Je fais une petite parenthèse, Giono était féru de littérature antique. Il a acheté tous les classiques parce que c'était pas cher. Ça coûtait pas cher les classiques, tous les classiques. Donc alors, quand tu dis lecture, mythologie. Mythologie. Et quand tu dis classique, est-ce que tu intègres la tragédie aussi? Aussi. Ouais, d'accord. Ouais, tout. La tragédie. Ouais. Parce que ça coûtait rien. Ouais, voilà. Voilà, lui, c'est le monstre bifide. Lui, c'est la deuxième tête. Alors, voilà. Quand il va parler, je me tais. Parce que... Bon. Alors, donc Jean Giono joue avec les héros monstrueux, donnant naissance à une œuvre d'art prodigieuse et singulière, à la fois dionysiaque et apollinienne, inspirée de la tragédie antique. Dans Deux cavaliers de l'orage, donc là c'est un deuxième texte de Giono, il met en scène la relation trouble des deux frères ennemis, Ange, mon cadet, et Marceau, dit l'Antier. Ainsi, Jason l'Antier nous rappelle son homonyme grec, Jason et les Argonautes, affrontant les harpies, le dragon gardant la toison d'or en Colchide, les taureaux du roi Aétès. Le retour de la tragédie, l'omniprésence de Dionysos dans Deux cavaliers de l'orage, nous incite à mettre au jour quelques enjeux du sublime et du phénomène monstrueux du dionysiaque gionien au travers d'un rapprochement thématique, d'une mise en parallèle, d'une confrontation dans Deux cavaliers de l'orage avec le mythe du Janus et de l'androgyne. Hermaphrodite et androgyne. La bisexualité des dieux, ou ose-t-on encore discuter du sexe des anges. En fait, Giono, c'est très contemporain. Si je me risque effrontément à la malice d'une telle interrogation, c'est qu'il s'agit bien du sexe d'un ange dans Deux cavaliers de l'orage. Ange, c'est le personnage en question. On joue sur les deux, évidemment. C'est surtout le nom grec qui reprend ce thème de l'homme primitif, bisexué, thème développé avec bonheur par Platon dans le banquet, je cite. Jadis, la nature humaine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était bien différente. L'humanité se divisait en premier lieu en 3 espèces d'êtres humains et non en 2 comme aujourd'hui. Outre les sexes mâles et femelles, il en existait un 3e qui participait des 2. L'espèce en a été détruite et le nom seul survit. Cette espèce s'appelait androgyne, car son aspect rappelait à la fois le mâle et la femelle. La cause qui différenciait ces 3 espèces d'hommes provenait de ce que le sexe masculin fut au commencement le fils du soleil, le sexe féminin de la terre et le sexe composé des 2 autres, le fils de la lune, car la lune participe à la fois du soleil et de la terre. Ainsi parle Platon par la voix de son médecin Aristophane. Et je me bats encore avec ces feuilles. Donc, fils d'Hermès, l'éternel jeune homme, et d'Aphrodite, déesse de l'amour, hermaphrodite, et frère d'Éros. Grâce à son héritage maternel, il est lié au monde de la forme et de l'amour. L'esthétisme grec privilégie longtemps le corps adolescent, gracile, et préfère les Adonis aux Hercules. Les formes masculines s'adoucissent progressivement jusqu'à devenir efféminées. On glorifie Antinous et Phèbe, impérial favori, en ces temps où l'homosexualité, surtout masculine, est plus qu'admise. Puis on pousse jusqu'à l'extrême
la suppression de la barrière entre les sexes et l'on vénère Hermaphrodite. Le texte de Giono, vous allez voir, hein, là on est en plein dedans, Deux cavaliers de l'orage, au travers de la figure emblématique du cadet des Jasons, Ange, illustre parfaitement les deux faces du mythe de l'androgyne. La face lumineuse du mythe, remplie d'espoir, figure l'union charnelle, réalisée et dépassée. Le portrait que Giono nous révèle de Moncadet symbolise à l'extrême l'union de l'esprit et de la matière, la beauté du corps et l'équilibre de l'esprit, la juste combinaison des forces, l'équilibre des éléments. Je cite. Dès que Marceau regarda Éviange, il éprouva dans son cœur un repos comparable. Ce qui avait donné une fin goulue de l'enfant ravissait maintenant dans l'adolescent. Il imposait une impression de sérénité pure et glacée, une certaine lenteur de l'œil qui ainsi appuyait longtemps son noir de goudron, en faisait comme une chose divine. Il commençait à avoir un tout petit duvet d'or au-dessus des lèvres. Les joues étaient d'un ovale parfait, un peu pointu. Ses cheveux, annelés et clairs comme des copeaux, gonflaient au-dessus de son front et de ses tempes. La peau de son visage était satinée, brune, comme la coque des noisettes. Dans toute cette rouerie de beauté qui séduisait et jouait avec la vie, le menton, solide et volontaire, était toujours immobile. C'est ainsi donc que Marceau le retrouva, tel, disait-il, qu'il l'avait laissé, car habitué aux masses de Maram, Marceau ne voyait pas les larges épaules de Moncadet taillées en grâce et ce buste souple et délié qui, en effet, aurait pu tenir entre les deux énormes mains jointes de l'aîné. Vous avez pu le constater, je le dis, mais je pense que vous avez bien senti, le portrait de Moncadet procède d'une dimension érotique absolument irréductible. Eros, par sa dimension créatrice, par sa situation exceptionnelle au regard du temps primordial, du commencement, est une puissance qui précède le partage des sexes et dont le caractère éminemment originaire, en fait, ayant tout, avant tout, une puissance de commencement. Dans la théogonie orphique, Eros est androgyne, à la fois mâle et femelle, devenant par là même la puissance créatrice par excellence. De même, n'est-ce pas l'orphisme qui place Eros au commencement de toute chose, en le faisant éclore à partir de l'œuvre primordiale, comme la lumière jaillissant des ténèbres aveugles qui l'enveloppent à l'origine. Ainsi, le mythe de l'androgyne, symbolisé par Ange dans Deux cavaliers de l'orage, se révèle à nous sous un lumineux reflet. Ange concrétise l'union de la beauté de la matière et de l'équilibre de l'esprit. C'est l'équilibre trouvé et réalisé, équilibre qu'il sait communiquer à toute chose. Je cite un extrait du début de Deux cavaliers de l'orage qui évoque les deux frères qui sont des maquignons. La beauté de Moncadet avait fait tout de suite merveille comme un feu. Il était arrivé aux lisières des parcs comme une aubaine, et il s'était avancé vers les compagnies semblables aux dieux des mules. Le fait est que Marceau lui-même en était estomaqué. Où diable ce garçon avait-il pris tout ça? On ne pouvait pas savoir s'il s'arrangeait pour meurtrir la bête avec le mort ou s'il avait un sort pour dominer. Mais, ayant monté la plus cabocharde des bêtes, il la fit papillonner, danser et faire des grâces. Alors,
Pas de face sombre à ce mythe plein d'espoir. On a l'impression que là, on a simplement de l'éblouissement. Pas du tout. Pas dans le monde du sacré, mais paradoxalement, dans le monde des humains. L'Antiquité connaît des états intersexués et les rejette avec violence. Tite-Live l'explique de la façon suivante. Ces êtres résultent de la nature, je cite, de la nature qui aurait confondu et brouillé les genres. Les androgynes, les hermaphrodites, sont conduits à la mer et exposés sur l'eau. D'autres sont brûlés et enterrés. Les rites varient, mais leur principe reste le même. L'hermaphrodite doit disparaître du monde des hommes sans souiller personne et se fondre ensuite avec un élément féminin, eau ou terre. Vous voyez, c'est vraiment d'actualité l'affaire. Hein. L'hermaphrodite a subtilisé au divin sa caractéristique essentielle, la bisexualité. L'hermaphrodite, cette présomption donc est punie de mort, ainsi ange, hermaphrodite, monstre, né viable, est condamné à mort. Donc, par le monde antique, dans la tragédie ionienne, comme si cette viabilité était une erreur de la nature, erreur qu'il faut réparer. Dans Deux cavaliers de l'orage, Marceau, Jason se fait l'instrument de cette réparation. Donc là, on va voir qu'on arrive vraiment dans le sordide. Quand il mélange le sang de son frère à la terre. Je cite un passage situé à la fin de Deux cavaliers de l'orage. Quand il a été détortillé, on a vu. Il était presque coupé en deux par les coups de serpe donnés par un furieux. Ce mélange du sang de mon cadet au sein de la terre-mère atteste de la face sombre de ce mythe plein d'espoir de l'hermaphrodite. Le Jason issu de l'imaginaire gionien a lui aussi voulu la toison d'or, mais contrairement à Jason, fils d'Aison, il la convoitait pour lui-même. Il n'était pas, comme tant d'autres héros, dans l'obligation de tenter une mission considérée comme impossible pour satisfaire aux exigences d'un maître d'œuvre implacable. Ça va, vous suivez ? On fera une pause juste à la fin de la partie. Oui. On fera une pause à la fin de la partie chapitre 1. La partie, elle n'est pas encore là. Elle arrivera après. Donc, Ange et Marceau, vous avez vu, hein, donc l'aîné et le cadet, la figure de Janus, évidemment, parce que on a bien vu que Marceau était totalement amoureux et perdu d'amour par rapport à son cadet. Mais Deux cavaliers de l'orage nous semblent porteurs d'un autre mythe, issu d'un autre type de monstre, le monstre double. Le mythe, comme la science, fait du fondu enchaîné entre jumeaux et Janus. Des faux aux vrais jumeaux, simplement accolés, au monstre double dont le Janus, tout existe et tout est mythifié. Deux cavaliers de l'orage témoigne à son tour de la lutte fratricide des deux frères, Ange et Marceau, monstre double. Ils gardent le même symbolisme de division de soi-même, allant de la riche bipolarité à la néfaste désunion. Donc là, je vais citer une citation de Robert Ricat dans la notice de Deux cavaliers de l'orage. Pour échapper à la contingence qui frappe tous les humains, Marceau n'a qu'à aimer un autre Marceau, plus jeune, plus beau, mais semblable, et à former avec lui un couple où la vie enfin peut être justifiée parce qu'elle tourne en circuit fermé et va du même au même, et qu'elle institue ainsi une parfaite autonomie de l'être. Nous sommes alors amenés à penser au banquet de Platon, qui met en scène deux amants couchés ensemble. Aki et Phaïstos, le dieu forgeron, pose cette question. Que désirez-vous, humains, qu'il vous advienne l'un par l'autre ? Silence embarrassé. Le dieu propose une réponse à laquelle ils acquiescent, ravis d'entendre énoncer la vérité ignorée de leur désir. Désirez-vous former un seul être ?
que ni nuit ni jour vous ne soyez éloignés l'un de l'autre? Si c'est bien votre désir, je vais vous fondre et vous réunir en un seul et même être. Donc Marceau désire l'union, voire la fusion en un seul être, comme si son frère et lui constituaient deux parties d'un même tout, mais avec le sentiment quasi métaphysique que cette unité a toujours existé et qu'il s'agit de réunir deux êtres séparés par hasard, de reconstituer une unité par-delà les contingences de la séparation, une unité éternelle d'une nécessité absolue et transcendante. Ainsi, Marceau ne désire-t-il rien d'autre que la reproduction du couple gémellaire soudé, c'est-à-dire du monstre double, le Janus. Portrait de l'artiste en monstre. Donc, je commence par une citation tirée des entretiens de Jean Amrouche et Tao Amrouche avec Jean Giono. Lorsqu'on est engagé dans l'aventure d'un livre, je me disais, je voyais rien, mais j'avais pas mis les bonnes lunettes. C'est Eric qui l'a pas donné, il fait plus son Et travail, non, il se mais relâche. non, mais en fait. c'est moi, je perds ma notion là. Ah, oh là là, ouf. Donc, je commence par une citation tirée des entretiens de Jean Amrouche et Tao Amrouche avec Jean Giono. Lorsqu'on est engagé dans l'aventure d'un livre à écrire, ce que l'on souhaite plus ou moins confusément, c'est de s'exprimer d'une façon totale, complète, et dans une sorte d'explication de ce que l'on est. En somme, chaque livre n'est pas autre chose qu'une façon de poser cette question « Qui suis-je » Commençons ce chapitre par une anecdote que nous rapporte Aline Giono dans Contes des jours ordinaires, dans le registre des souvenirs. Aline, c'est... Aline Giono, c'est la fille de Jean Giono, l'une des filles de Jean Giono. Ma sœur et moi étions en train de faire nos devoirs sur la table de la salle à manger quand papa est rentré. Mais ce jour-là, voici le dialogue qui nous parvint de la cuisine. Maman, mon chéri, j'ai quelque chose à te dire, mais surtout ne te fâche pas. Papa, tout près de se fâcher naturellement. Pourquoi veux-tu que je me fâche? Maman, parce que ce que je vais te dire ne te fera pas plaisir. Voilà, tu as changé, je ne te reconnais plus. Papa a hurlé. Tu me reconnais plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maman, non, tu n'es plus le même, tu n'es plus aussi gentil qu'avant. Ah ça, par exemple, et à quoi veux-tu que je suis? Comme tu dis, moins gentil qu'avant. C'est très simple. Au début que je t'ai connu, tu ne tuais personne. Comment ça, je ne tuais personne? Et aujourd'hui, je tue plus qu'avant? Parfaitement. Aujourd'hui, dans tes livres, tout le monde meurt. Tu fais passer tes personnages de vie à trépas pour un oui, pour un non. Tu les exécutes à chaque page. Et tu n'étais pas comme ça avant. Et c'est pourquoi je trouve que c'est méchant. Et que tu as changé. Voilà. Il s'agissait de son travail. Papa fut piqué au vif. Ah ça, par exemple. Il en bégayait presque d'indignation. Si je tue, c'est que j'ai mes raisons. C'est que l'histoire l'exige. C'est mon métier. Tout de même. Je sais ce que j'ai à faire. C'est comme si je reprochais de mettre trop de ci ou trop de cela dans les plats. Il lui arrive bel et bien de le reprocher. Et c'est chauffant de plus en plus. D'ailleurs, ça ne regarde que moi. Et si ça me plaît, je peux en tuer 100. Je peux en tuer 1000. Je peux en tuer 100 000. Je peux tuer tout le monde. Et tiens, puisque c'est comme ça, aujourd'hui, je vais en tuer 7. Et le voilà reparti dans son bureau, après avoir claqué la porte derrière lui. Je suis allée trouver maman dans sa cuisine. Elle tournait sa sauce d'un air triste. Il a fallu que je la console. Voyons, maman, ne trouves-tu pas que papa est le plus agréable des hommes? Avec lui, on s'amuse. Il est toujours de bonne humeur. Il ne se prend pas au sérieux. Sauf quand il prétend m'aider à faire mes problèmes, mais c'est un détail. Que demander de plus? C'est peut-être, mais parce qu'il tue tant de gens dans ses livres qu'il est aussi gentil dans la vie. Maman a bien voulu en convenir. Elle est restée quand même un peu préoccupée. Elle soupirait devant ses casseroles. Son air semblait dire « N'épousez jamais un écrivain. On s'éprend d'un bon jeune homme
on se retrouve marié avec un assassin. Le soir au souper, papa est descendu, tout souriant, de son bureau. Il est allé droit à maman, l'a prise tendrement par les épaules et lui a dit « Tu vois bien que je ne suis pas méchant. Aujourd'hui, pour te faire plaisir, je n'ai tué personne. » Magnifique passage. Cette anecdote que j'ai choisi de poser en entrée de chapitre, portrait de l'artiste en monstre, démasqué par sa propre femme au sein même de sa famille, nous renvoie aussitôt à cette affirmation assénée par le narrateur de Noé. Bon, Noé, c'est également un roman de Jean Giono. Au fond, ce que j'écris, même quand je me force à être très près de la réalité, ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je revois. C'est en revoyant que je connais peu à peu tous les secrets de ceux qui ont entouré Langlois. Quand je dis entouré, je ne veux pas dire qu'il était au centre. Je veux dire qu'ils étaient alentour, qu'ils vivaient en même temps que lui. Si j'ai envie de parler d'eux, c'est que le centre ne se trouve pas dans Langlois. Peut-être est-il dans Monsieur V. On verra bien sur le plan cavalier. Et je fais partie de ce plan cavalier. Quoi qu'on fasse, c'est toujours le portrait de l'artiste par lui-même qu'on fait. Cézanne, c'était une pomme de Cézanne. Donc de nombreux artistes ne se sont-ils pas représentés eux-mêmes en monstres, comme Frida Kahlo, dont nous avons choisi cet autoportrait monstrueux, La colonne brisée, donc 1944, et Francis Bacon, donc l'autoportrait. Sans doute, Giono projetait-il déjà une large part de lui-même en Antoine, Bobby ou Saint-Jean, figures héroïques dont le rôle salvateur s'imposait au premier plan. Dans les chroniques, ce sont bien des êtres noirs, ambigus et monstrueux qui se présentent le plus souvent comme des doubles du romancier. Le professeur d'Espérance a été anéanti par les réalités d'une guerre monstrueuse, génératrice chez Giono d'une nouvelle conception de la monstruosité ainsi que d'une manière différente de l'exprimer. À l'instar d'un Bruegel capable d'exprimer, comme le dit le narrateur de Noé, la monstrueuse accumulation des vies entremêlées, et point. Donc on peut donc, sans bouger, être maître des signes et des noms. Edmond, l'ogresse, est un miroir de l'artiste et de son appétit démesuré de dominer, depuis un lieu limité, le monde sans limite des autres et des choses, par la maîtrise des signes. Dans ces personnages de manipulateurs souverains, le romancier projette son propre divertissement de roi. Au-delà de sa double nature dionysiaque et apollinienne, Giono se décrit et se définit lui-même comme la figure du Janus, monstre double que nous avons évoqué au début de cette seconde partie. Je cite un passage de Noé. Alors, ils sont d'abord des monstres, composés moitié de moi et moitié d'eux-mêmes. Nous sommes, eux et moi, monstrueusement mélangés, mal soudés, abouchés à la diable et de guingois. Donc tu as le temps de conclure, sans problème. Tout est dit. Et en même temps, rien n'est dit, trop ou pas assez. Tout s'inscrit entre les lignes dans ce jeu de miroir qu'est la rencontre prismatique entre écriture et lecture. Comme en cryptographie quantique, accéder à une information en modifie la teneur. Du récit comme trame d'énigme qu'il nous appartient de démêler, Roland Barthes, dans SZ, son fameux commentaire d'une nouvelle de Balzac, intitulée Sarrasine, fait du secret des étapes qui mènent à son dévoilement l'une des dimensions majeures de toute lecture. Il appelle cela le code herméneutique. Car
autant que nous décodions un texte pour recevoir le message qu'il nous délivre, nous l'encodons. Le surcodons, dit Barthes, en y investissant une somme d'émotions nées de nos expériences, de nos goûts, de nos lectures antérieures, en un mot, de notre vécu. Notre réception d'un texte, mais il en va de même d'une pièce musicale ou d'un tableau, n'est jamais neutre. C'est pourquoi nous ne lisons ni ne lirons jamais le même livre que notre voisin. Bien que nous partions du même support, il est impossible que nos deux imaginaires, nos deux personnalités recréent à travers lui une histoire identique. C'est le même jardin, mais les sentiers qui le parcourent bifurquent et se parent de sinuosités nouvelles pour chaque promeneur. Souvenons-nous du labyrinthe de Buis de Langlois. Giono, penseur, romancier, poète, peintre et musicien, a plus d'un secret dans son sac. Passé muscade. La formule exclamative appartient au vocabulaire des prestidigitateurs. La réussite du tour était ponctuée d'un passé muscade destiné à provoquer l'enthousiasme des spectateurs. Giono est à l'image de tous les personnages de bonimenteurs, escamoteurs, bonneteurs, acrobates que l'on retrouve dans son œuvre. Le manipulateur est passé derrière l'apparence des choses. Il tire les ficelles et se sert d'autrui comme d'un pantin. Le manipulé ne doit y voir que du feu, tomber dans le panneau, se prendre au miroir aux alouettes. Toutes les expressions employées par Giono appartiennent soit au domaine de l'optique, entre le visible et l'invisible, soit à celui de la chasse, et elles traduisent alors le rapport de la proie à son prédateur. En bon artiste de foire, il doit nous divertir avec sa galerie de monstres capables de toutes les transgressions, tout en se désignant lui-même comme un monstre. Je cite un passage de L'eau vive. Le poète est une sorte de monstre dont les sens ont une forte personnalité. Lui, le poète, il est là au milieu de ses bras, de ses mains, de ses yeux, de ses oreilles, de sa peau, comme un petit enfant emporté par des géants. Il est obligé de voir plus loin, il est obligé de pressentir. Il est là-haut, sur de formidables épaules. Et l'horizon s'étant abaissé, son regard vole jusqu'au bout de l'horizon des poètes, et le parfum des étoiles tombe sur lui. Son travail à lui, c'est de dire. Giono, poète, artiste et penseur, sans mener le monde, ouvre la question. Le monde pourrait-il mener son jeu sans l'artiste ? Merci Christine infiniment pour ce beau travail. On est vraiment très touchés par ton intervention parce que c'est une réflexion qu'on a les uns les autres autour de la monstruosité, on se questionne beaucoup et puis tu as accepté les règles du jeu, tu as accepté mon tempérament dictatorial. En tout cas vraiment je vous remercie aussi de votre attention, de votre concentration. On insiste vraiment ici à l'INSPE pour dire que la didactique est une chose, mais la littérature c'est toujours premier, hein, c'est vraiment le texte. Et la question qu'on se pose, c'est comment le transmettre, comment le faire passer, comment participer à son interprétation, à sa compréhension. Mais ça suppose d'avoir un contact réel avec le texte et un contact d'expertise. Et pour cela, évidemment, on a besoin d'universitaires de la qualité de Christine. Et on la remercie